avec Mélanie Delattre, journaliste du Point, qui va faire son apparition, je pense. La voilà. Très bien, Mélanie. Bonsoir. Dominique de Villepin vous répond sur le plan économique. Alors, j'ai entendu que vous parliez de sacrifices, davantage de discipline budgétaire et financière. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par là, si vous étiez éventuellement candidat, ce que nous, on n'a pas vraiment su jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous proposeriez? Alors, je crois que nous avons besoin d'un véritable électrochoc sur le plan économique, social, et que pour mettre en œuvre cet électrochoc, il faut agir sur plusieurs leviers. Premier levier qui me paraît essentiel, la compétitivité. Pour accroître la compétitivité française, il faut réduire les coûts du travail. Et ça implique la mise en œuvre d'une mesure qui fait son chemin, qui est une TVA sociale, que j'ai qualifiée TVA 3E, pour emploi, exportation et environnement. En allégeant les coûts du travail, en diminuant par exemple de 3 points les cotisations patronales, d'1 point les cotisations sociales, on est susceptible, en transférant ce poids ailleurs, on est susceptible de permettre cet accroissement de compétitivité qui aujourd'hui est indispensable. Il y a un deuxième électrochoc qui me paraît important, c'est celui du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les Français ont un pouvoir d'achat qui ne leur permet pas de consommer. Or, pour marcher, il faut 2 jambes. Il faut une jambe de rigueur et d'exigence, mais aussi il faut une jambe de croissance. Et cette jambe de croissance, elle peut être apportée par le projet que j'ai porté depuis maintenant un certain temps, qui est le revenu citoyen. Accroître ce revenu, unifier l'ensemble des prestations sociales avec une contrepartie forte d'activité, non pas les 7 heures de travail que propose aujourd'hui l'UMP, mais 20 heures d'activité. C'est prendre en compte le fait que pour beaucoup de Français, il n'y a pas de place sur le marché de l'emploi. Mais par contre, il y a une place sur le marché de l'activité. Et cette activité, dans les travaux associatifs d'intérêt général, elle va leur permettre d'accéder à la dignité, c'est-à-dire de se lever le matin en sachant ce qu'ils vont faire. Cette mesure avait été chiffrée apparemment à 20 milliards, et ça c'est quand même, par les temps qui courent, est-ce qu'on peut trouver cet argent? Est-ce que vous avez fait vous-même le chiffrage? J'ai fait le chiffrage est de 30 milliards, mais ça m'amène à parler du troisième électrochoc indispensable. On ne réforme pas la France. On ne demande pas des efforts aux Français s'il n'y a pas plus de justice sociale. Il faut donc un électrochoc de justice sociale et pour ça, il faut solliciter davantage les plus riches et je suis pour une augmentation de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu. Je suis pour une augmentation de l'impôt sur les sociétés, des grandes entreprises, ce qui permettra de trouver justement les éléments indispensables pour financer ce revenu citoyen. Vous voyez bien qu'en termes de consommation et de croissance, le bénéfice pour l'économie française est très grand. Aujourd'hui, nous avons, entre la droite et la gauche, un concours d'austérité. C'est à qui rivalisera d'idées pour étouffer l'économie. Oui, mais en même temps, je pense qu'il faut plus de rigueur. Mais pour cela, il faut être capable de faire des vrais choix en diminuant les dépenses, mais qu'il faut surtout aujourd'hui plus d'initiatives et de relance, sachant que cette relance et cette initiative, elles doivent être faites à l'échelle de l'Europe tout entière, un grand emprunt européen, mais aussi un grand emprunt français, tout simplement parce que la dette française aujourd'hui n'est pas dans la main des Français, et je préférerais que les Français soient partie prenante de leur propre dette, rapatrier cette dette dans les mains françaises pour accroître notre souveraineté. Alors 2 choses que je vois que j'ai du mal à parler. Donc la première, c'est que vous parlez de rigueur. Mais est-ce que vous pouvez nous développer des exemples de rigueur? Parce qu'on voit bien que le gouvernement cherche désespérément et que c'est pas si facile que ça. Qu'on s'oppose vite à la rue. Vous en aviez fait l'expérience au moment du CPE. Et la deuxième chose... Pas sur la rigueur. Non, mais sur un autre, vous savez que la France est difficile à réformer. Et l'autre chose, c'est que vous dites aujourd'hui augmenter l'impôt des plus riches, mais le bouclier fiscal, première version à 60%, c'est vous qui l'aviez mis. Donc aujourd'hui, est-ce que vous regrettez ce choix? Rappelons que le bouclier fiscal à 60%, qui n'incluait pas la CSG notamment, était un bouclier fiscal d'une toute autre nature que celui qui a été mis en place par le gouvernement de François Fillon. Donc nous ne parlons pas de la même chose. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut augmenter les impôts? Je pense surtout qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans le même contexte économique et financier. Il y a eu une crise en 2008 qui change la nature des choses et qui doit nous amener à solliciter davantage les plus aisés, tout simplement parce que si l'on veut demander des efforts à tous les Français, et je dis bien à tous les Français, il faut que la dynamique sociale puisse retrouver ses droits et qu'il y ait donc un exemple qui soit donné par ceux qui sont en haut. Si ceux qui sont en haut ne donnent pas l'exemple, eh bien les autres n'auront aucune envie de suivre. Partant sur le plan politique d'une autre conviction qui est celle de la dignité, en augmentant
le revenu de ceux qui sont les moins aisés, en permettant à ceux qui sont entre 850 € et 1500 € de gagner davantage, parce que le revenu citoyen les associe aussi à une augmentation de revenus, eh bien, nous changeons complètement la nature de notre situation économique. Quand il y a 100 milliards à trouver sur 3 ou 4 ans, on ne peut le faire que par la hausse des impôts ou il faut faire des économies quelque part? Parce que déjà, vous augmentez la facture de 30 milliards, donc comment on fait? D'abord, rappelons une vérité d'évidence. On parle de facture de 100 milliards, mais qui parle de facture de 100 milliards? François Fillon. Oui, mais écoutez, François Fillon, il s'est beaucoup trompé dans ce domaine, et en particulier en nous parlant d'austérité en 2007, en nous parlant d'État en faillite en 2007, alors que j'avais réduit de 50 milliards la dette publique pendant 2 ans, et en menant une politique strictement inverse du constat qu'il avait fait, puisque rien que dans l'année 2007, la hausse de la dette a été de 5%, et 500 milliards sur les 4 années. Vous voulez dire qu'il a accéléré la faillite ou... Écoutez, en tout cas, il a considérablement augmenté les déficits. Ça, je crois que c'est une vérité simple. Donc il faut être cohérent. Le chiffre de 100 milliards doit être apprécié à l'aune de la convergence européenne. Aujourd'hui, nous nous mettons dans un schéma diabolique que nous ne tiendrons pas d'ailleurs, mais surtout qui risque d'être sans effet. Pourquoi ? Parce que nous courons après l'austérité. Nous courons après des objectifs que nous ne pouvons pas tenir. Nous sommes en train de nous mettre dans la situation des Grecs. Nous savons tous que les Grecs n'appliqueront jamais les plans qu'ils se sont fixés. Tout simplement parce que quand la barre est trop haute, quand vous êtes capable de sauter 1,50 m, si vous mettez la barre à 2 mètres, vous n'avez aucune chance, vous vous découragez. Vous essayez 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis vous avez compris, vous allez vous coucher. C'est exactement ce qui va se passer à l'échelle de l'Europe. Donc, faisons en sorte de bâtir un programme de convergence européenne pour tous les Européens, avec un filet de sécurité que doit être les euro-obligations et la modification de la Banque centrale se portant garante en dernier ressort de l'ensemble des dettes européennes. Et à partir de là, fixons-nous un chemin de vertu, non pas à 3 ans. En 2013, arriver à 3%, c'est une absurdité. Nous n'y arriverons pas. Mais à 10 ans, nous nous imposons une potion amère, et je crois mortelle, sans raison. Si, avec l'Allemagne, nous décidons que c'est sur 10 ans, l'Allemagne a mis 10 ans à se fixer ce chemin pour un retour à l'équilibre, eh bien, nous ferons les choses certes plus lentement, mais certainement plus sûrement. Aujourd'hui, qui mène la loi? Qui fait la règle? Ce sont les marchés. Si les marchés voient collectivement les Européens leur dire « c'est sur 10 ans que la vertu va revenir », eh bien, ils seront obligés de le prendre en compte. Vous parlez de se mettre en accord avec les Allemands, mais eux n'ont pas les 35 heures. Donc, est-ce qu'il ne faut pas d'abord sortir des 35 heures pour remonter la barre, la hauteur de la barre qu'on veut sauter? Écoutez, c'est un débat que nous avons depuis 2003. En 2003, le problème des 35 heures a très largement été réglé, et très bien, par Jean-Pierre Raffarin. Il l'a été à nouveau en 2008. Une nouvelle loi a été votée. Que reste-t-il des 35 heures, à part un chiffon rouge qu'on anime régulièrement dans les campagnes électorales? Je veux bien qu'on soit pavlovien, et comme les cabris, qu'en permanence, on sautille, rabâchant les mêmes bêtises. Mais à un moment donné, il faut qu'on retrouve notre bon sens. Le problème aujourd'hui de la France, c'est pas les 35 heures. C'est une compétitivité, et les problèmes de la compétitivité française sont bien au-delà. J'ai cité le coût du travail, mais il y a aussi la question de l'innovation, de la recherche française. Alors on a fait des progrès, le gouvernement a fait des progrès avec le crédit impôt recherche, avec l'autonomie des universités, mais il faut aller beaucoup plus loin. Mais vous proposeriez quoi? Ça, d'aller beaucoup plus loin dans l'innovation. On a fait un petit programme rikiki d'emprunt d'avenir. Honnêtement, qui s'en souvient? Voilà encore la une des journaux pendant des semaines. Que pèse aujourd'hui ce programme de grand emprunt d'avenir, qui d'ailleurs n'était même pas un emprunt, aujourd'hui? Il faut revenir à des politiques beaucoup plus ambitieuses. Il faut revenir à des politiques ambitieuses à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle de l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, gère une faillite annoncée. L'Europe doit gérer une croissance retrouvée. Est-ce que justement l'Europe doit se protéger mieux en mettant des frontières, des barrières à ses frontières, ou est-ce que c'est la France qui doit faire ça, ou est-ce que... Mais pourquoi est-ce que les Européens se priveraient des moyens dont se dotent les Chinois et les Américains? Et on n'est pas plus bêtes qu'eux. Vous avez été au pouvoir, vous ne l'avez pas fait. Oui, parce que nous n'étions pas dans le même contexte. Je vous rappelle que quand j'étais Premier ministre, j'ai mené la bataille de l'emploi, 600 000 chômeurs en moins, la bataille de la réduction de la dette, 50 milliards en moins, et que nous avons donc mené le combat là où il fallait le mener. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Et nous devons effectivement nous battre pour qu'il y ait davantage de réciprocité. Mais quelle est notre capacité aujourd'hui, avec une Europe en miettes, à discuter avec les Chinois? Quelle est notre crédibilité? C'est bien ça qui pose problème.
Et c'est pour cela qu'il faut que l'Europe retrouve sa dynamique, nous allons en parler tout à l'heure. Il faut qu'elle retrouve son air, son autorité, qu'elle se remette debout pour pouvoir parler aux Chinois et leur dire, si vous ne respectez pas un certain nombre de règles, un certain nombre de normes, eh bien, nous aurons alors à prendre des décisions qui limiteront votre capacité Mélanie, à 2 intervenir minutes. sur Vous le êtes marché. un grand voyageur, vous êtes favorable à la mondialisation. Comment on pourrait réconcilier les Français avec la mondialisation? Parce qu'on a vu qu'ils avaient voté massivement pour Montebourg. C'est extrêmement simple. C'est une bataille qui est un peu comme la bataille contre le rocher. On peut se battre contre la mondialisation, mais je peux vous dire très clairement, c'est la mondialisation qui gagnera. Alors, on mourra d'épuisement. Dans ce livre, Notre vieux pays, là, vous expliquez bien que la mondialisation, pour le salarié de base, pour l'agriculteur français, c'est tout s'en va, rien de secret, on perd tout. À qui la faute? Pas à la mondialisation, à la nôtre. Manque de dynamisme, manque d'optimisme, manque de capacité de combat. Dispersion de la politique, dispersion de nos forces économiques, manque de capacité de nos PME à travailler en commun et à avoir les moyens de mutualiser leurs actions. C'est tout ça qui fait défaut. La vérité, c'est que nous ne menons pas le combat 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 que nous devrions mener. Pourquoi? Parce que nous adorons nous disputer entre nous, nous adorons nos querelles et nous sommes là, à l'ombre de nos clochers, à nous passionner sur des sujets secondaires. Est-ce que le politique, il peut encore quelque chose? Ou est-ce que justement, c'est l'économie et les marchés qui ont pris le pouvoir? Mais le politique, vous allez voir, nous allons prendre un pari ici. Vous allez voir les prochains mois. En 30 secondes, le pari. Oui, 30 secondes, c'est le temps d'un pari. Dans les prochains mois, qui va voter? Les Français ou les marchés? Imaginez, la France est mise sous surveillance financière en janvier-février. À partir de ce moment-là, les marchés vont attaquer jour après jour la France et la notation française. Et au bout du compte, qui décidera du nouveau président de la République française? Les marchés ou les Français? Oui, mais ce qu'on craint, si l'on veut éviter ça, ce qu'on craint, c'est des promesses qui ne seront pas tenues parce que les marchés imposeront autre chose. Si on veut éviter ça, il faut avoir le temps d'avance, il faut avoir la force nécessaire, et pour avoir la force nécessaire, il faut l'union nationale. Tout le reste, c'est la bataille des uns contre les autres, c'est l'éternelle bataille de chiffonniers auquel nous assistons depuis des décennies. C'est pas de la politique, c'est de la toute petite querelle. Dominique de Villepin, on marque une pause pour le journal de 19h et puis ensuite on parlera de l'Europe et de la manière dont elle pourrait tenter de reprendre les choses en main. Formidable. Merci Mélanie. Merci.